Ce mercredi 26 juin 2024 s'est tenu un conseil des ministres de 11h à 13h au Palais de la Présidence de la République à Abidjan, sous la présidence, bien entendu, de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État. L'ordre du jour de la réunion de ce jour comportait 16 points, dont 15 mesures générales, au rang desquelles nous avons eu 2 projets de loi et 3 projets de décret et une communication. Je voudrais à présent vous donner les détails, ou plutôt faire le compte-rendu, donc les détails des points qui ont été abordés au cours de ce Conseil. Comme je l'ai indiqué, nous avons eu 2 projets de loi dans le cadre des mesures générales. Ainsi, au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, le Conseil a adopté 2 projets de loi de ratification. Le premier projet de loi porte autorisation du Parlement au Président de la République pour la ratification du nouvel accord portant création de l'Organisation internationale du café, OIC, adopté le 9 juin 2022, en remplacement de l'accord international de 2007 sur le café, arrivé à échéance en février 2024. Ce nouvel accord introduit plusieurs innovations comprenant notamment la mise en place de mécanismes financiers visant à aider les pays membres en situation difficile et l'inclusion dans le comité des membres affiliés de représentants des acteurs du secteur privé et de la société civile en vue d'assurer la transparence et la pérennité de l'organisation. La ratification de cet accord sur le café permettra à notre pays de renforcer le secteur du café et de favoriser son expansion au profit des acteurs de toute la chaîne de valeur nationale du café. Le deuxième projet de loi porte autorisation du Parlement au Président de la République pour la ratification de l'accord portant établissement de la Banque de développement Shelter Afrique. Cette banque a été créée en octobre 2023 à partir de la transformation des institutions panafricaines, à savoir l'ex-société Shelter Afrique, en une banque de financement du logement en Afrique. La banque est dotée d'un capital d'1 milliard de dollars américains répartis entre les pays membres et plusieurs institutions panafricaines. La ratification des statuts de la Banque de développement Shelter Afrique permettra à notre pays, notamment au secteur du logement, de bénéficier d'appuis financiers importants pour le financement de la production de logements à coût abordable. Toujours dans le cadre des mesures générales, je vais à présent évoquer avec vous les 13 projets de décret qui ont été adoptés au cours de ce Conseil. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, en liaison avec le ministère des Finances et du Budget, le Conseil a adopté un décret portant modification donc, du décret du 1er juin 2022 déterminant les attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs criminels, AGRAC en abrégé, tel que modifié par le décret du 21 décembre 2022. Ce décret modificatif vise à répondre à l'exigence de transparence et à assurer une gestion efficiente des fonds gelés, saisis ou confisqués confiés à l'AGRAC. Il institue, à cet effet, un contrôle permanent des comptes de l'agence à travers des commissaires aux comptes désignés parmi les experts comptables inscrits au tableau de l'ordre, des rapports trimestriels relatifs à l'exécution budgétaire et des audits réguliers pouvant être commandités à la fois par le conseil de surveillance et le ministre chargé du budget. Et tout cela en vue de garantir le respect des normes comptables et financières en vigueur. Toujours au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme,
Le Conseil a adopté un décret déterminant les modalités d'accès aux informations du registre des bénéficiaires effectifs des personnes morales et de construction juridique. Ce décret précise pour chaque catégorie d'acteurs, à savoir les personnes physiques ou publiques, ainsi que les autorités publiques et personnes morales, le type d'informations accessibles et les modalités d'accès aux différentes informations sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales et de construction juridique. Il précise, en outre, les recours dont disposent ces personnes en cas de refus opposé à leur demande d'information. Au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 9 décrets portant attribution d'un permis de recherche, dont un valable pour le nickel, les terres rares, le cobalt, l'or et le chrome, à la Société ivoirienne d'exploitation et de recherche SARL, en abrégé SIER SARL, dans le département de Koro. Les 8 autres sont valables pour l'or, respectivement, donnés aux sociétés African Resources SARL, dans les départements d'Abengourou, Agniblekro et Koumfao, Adzopé, Yakase à Tobrou, Turaco Sud-Est Exploration SARL dans le département d'Aboasso, de Tiapoum et Compagnie africaine de recherche et d'exploitation minière, en abrégé CAREM SARL, dans le département de Bondoukou et Bouna, et enfin Aspire Nord Côte d'Ivoire SARL dans les départements de Boundiali, de Korogo et Mbengue. Ces permis de recherche sont délivrés pour une durée de validité de 4 ans, conformément aux conditions techniques et environnementales requises. Au titre du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret redéfinissant et déclarant d'utilité publique les limites du périmètre du projet de construction de la gare interurbaine d'Abidjan. Cette gare moderne sera réalisée sur le site de l'ancienne casse d'Adjamé et regroupera dans un environnement sain et sécurisé toutes les activités liées au transport urbain, de façon à fluidifier la circulation dans le district autonome d'Abidjan. Ce décret précise les limites du périmètre du projet. Au titre du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de la Commission nationale de lutte contre les changements climatiques, la CNLCC en abrégé. La CNLCC a été créée dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat ratifié par notre pays en octobre 2016. Elle aura en charge la supervision de toutes les initiatives en matière de lutte contre les changements climatiques afin de créer une synergie d'action et d'améliorer la gouvernance climatique en assurant l'implication de toutes les parties prenantes, à savoir les structures publiques, les organisations de la société civile, le secteur privé et le secteur financier. Je voudrais à présent évoquer avec vous la communication qui a été adoptée au cours de ce Conseil. Cette communication l'a été au titre du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Au titre de ce ministère d'État, donc,
Le Conseil a adopté une communication relative au bilan des activités opérationnelles de l'Observatoire du service public, OSEP, au titre donc du second semestre 2023. Il en ressort que sur la période de juillet à fin 2023, l'OSEP a enregistré au total 1780 requêtes, dont 1227 au premier semestre 2023, soit une hausse de 45,06%. Les préoccupations exprimées comprennent des plaintes, des observations, des suggestions et quelques motions de félicitations. L'ensemble des plaintes et les conclusions des missions d'investigation et de vérification ont été transmises aux ministères techniques et aux structures concernées et dénoncent notamment le manque d'informations sur les procédures administratives dématérialisées et le mécanisme de vérification des données personnelles pour garantir l'authenticité des documents demandés lors de la délivrance des actes d'identification et de recrutement à la fonction publique. Certains dysfonctionnements avérés ont reçu des solutions appropriées dans des délais raisonnables. Les autres seront pris en charge dans le cadre du processus d'amélioration continue de l'administration publique. Avant la fin du troisième trimestre 2024, l'OSEP prévoit la réalisation d'une enquête nationale de satisfaction des usagers du service public avec l'accompagnement technique de l'Agence nationale de la statistique, ANSAT, afin de renseigner le baromètre de la surveillance, de la transformation du service public et de la qualité du service public. Ainsi donc s'achèvent les points qui ont été évoqués lors de ce conseil. Nous avons eu 2 points de divers. Le premier point concerne la visite officielle du président de la République d'Angola dans notre pays, une visite qui va durer donc 48 heures. Donc son Excellence, M. João Lourenço, séjournera donc dans notre pays 48 heures pour une visite officielle. La seconde information est celle de la tenue d'un sommet de la CEDEAO le 7 juillet prochain à Abuja. Le prochain conseil a donc été fixé au 10 juillet prochain. Je vous remercie pour votre attention et je me tiens à votre disposition pour toute éventuelle question, aussi bien sur le conseil que des questions d'actualité s'il y en avait. Oui, allez-y. Assurez-vous que votre micro est allumé. Bonjour, Monsieur le ministre, toutes mes excuses. Monsieur le ministre, vous avez parlé de la gare urbaine dont les limites seront étendues sur l'ancienne casse d'Adjamé. Monsieur le ministre, c'est un sujet sur lequel les Ivoiriens ont beaucoup épilogué pendant un moment. Aujourd'hui, le sujet revient. La question est de savoir qu'est-ce qui a freiné l'exécution de ce projet-là. Et on sait aussi que sur ce site également, aujourd'hui, il y a le parc à bétail qui est là-bas. Que deviendra le parc à bétail? Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu plus? Merci.
Merci. Il y a eu, je dirais, quelques lourdeurs administratives. Il était important de bien déterminer le périmètre de cette future gare. Et la décision qui est prise aujourd'hui, c'est de bien délimiter le périmètre, et c'est ce périmètre qui est déclaré donc d'utilité publique. Donc, personne n'a le droit de s'installer sur le périmètre qui a été défini donc, à ce sujet pour pouvoir abriter la gare. Donc, tout ce qui, je pourrais dire, a été utilisé donc, au moment où le premier projet était lancé, donc, a été déduit donc, du périmètre restant, et on a figé ce périmètre qui va faire environ 35 hectares. Donc ces 35 hectares seront uniquement, je dirais, mis à la disposition de ce projet. Le parc à bétail, tout le monde sait que c'est une installation provisoire, c'est ce qui a été dit. Et dès lors que ce périmètre est déclaré d'utilité publique pour le projet de la gare, mais aucun autre projet ne peut venir dessus, il va sans dire que le district trouvera très certainement un autre site pour le parc à bétail. Bonjour, Monsieur le ministre. Aristide Autré pour le quotidien L'Avenir. Pour répondre un peu sur cette question, quand est-ce que les travaux vont commencer? Là, je saurais vous dire. Le ministère des Transports, donc, très concerné par ce sujet. Il y a le ministère de la Construction qui, d'ailleurs, donc, vient de déclarer cette surface donc, d'utilité publique. Donc, il y a tout un ensemble technique qu'il faudra réunir avant de dire quand est-ce que le projet va commencer. Donc, je ne pourrais pas vous le dire tout de suite là. Il y a bien sûr les opérateurs à trouver. Il y a la question du métro parce que ça va abriter aussi donc la gare, donc la station, une station de métro. Donc, vous voyez, c'est tout un ensemble de composantes techniques auxquelles je ne saurais répondre tout de suite. Okay. D'accord, oui, vu qu'apparemment on a épuisé toutes les questions sur le Conseil, je suis disposé à prendre la seconde série de questions sur les questions d'actualité, s'il y en avait. Bonjour Monsieur le ministre, Cyprien Kwasi pour Abidjan.net. Monsieur le ministre, vous êtes déjà bien informé de la situation. Il s'agit de la tension sociale actuellement qui prévaut à la RTI. Au moment où même se déroule ce Conseil des ministres, Monsieur le ministre, le syndicat est en train de déposer un préavis de grève au bureau du directeur général de la RTI. Alors Monsieur le ministre, nous souhaiterons savoir est-ce que l'État est en train de laisser sa télévision en train de faire une grève aujourd'hui, ou bien est-ce que l'État va passer à l'étape supérieure pour résoudre définitivement ces problèmes? Merci, Monsieur le ministre. Merci. C'est vrai que la RTI est une société d'État qui exécute un service public, mais il faut savoir que la RTI est d'abord une société. Elle a des dirigeants sociaux à sa tête. Et il appartient donc à ces dirigeants sociaux de diriger, comme toute entreprise, les structures à la tête desquelles ils ont été désignés. Donc ce n'est pas que l'État est en train de laisser mourir donc la RTI. L'État a fait confiance à des dirigeants sociaux, comme dans toutes les sociétés d'État. Il n'appartient pas à l'État de s'immiscer dans la gestion, donc je dirais, de ces dirigeants sociaux qui ont été désignés. Il va sans dire maintenant que nous avons une responsabilité. De la même façon que même dans le secteur privé, parfois, nous intervenons pour faciliter le dialogue entre les employés et puis donc, je dirais, le patronat. Mais de cette même façon, si nous sommes saisis et si la direction de la RTI nous montre qu'elle n'a pas la capacité donc, de traiter la question, ben, nous jouerons notre rôle.
mais je note que vous êtes plus informés que nous, puisque vous dites que pendant que nous sommes ici, un préavis est en train d'être déposé. Bon, moi je suis dans cette salle, c'est vous qui m'apprenez qu'un préavis est en train d'être déposé. Bonsoir, Monsieur le ministre. Je suis Francis Kofi de Live TV. Monsieur le ministre, moi, j'aimerais revenir un peu sur la protection de la forêt en Côte d'Ivoire. Parce que la semaine dernière, j'étais à la forêt classée de Yapo-Abé, dans la région d'Azadié, et il y a 60 hectares de forêt qui sont détruites. Donc moi, j'aimerais savoir quelle est la politique de l'État sur la protection des forêts classées. Parce qu'aujourd'hui, nos forêts classées souffrent. Il fallait être là-bas pour voir la réalité. Tu peux être en train de marcher et un arbre va tomber sur toi. Parce que la forêt est vraiment détruite. Donc moi, j'aimerais savoir. Merci bien pour votre question. Ce que je puis vous dire, c'est qu'il ne faut pas douter de la volonté de l'État de protéger ces forêts. Et nous avons une amélioration d'ailleurs de notre couvert forestier en raison de cette politique-là. Le ministère des Eaux et Forêts est très engagé sur cette question, avec bien sûr le ministre de l'Environnement également. Donc il y a une volonté ferme de protéger nos forêts. Les nouvelles normes imposées par l'Union européenne font que de plus en plus, nous encourageons même les producteurs de cacao à planter certains arbres dans leur plantation parce que le cacao reste une plante de forêt. Il faut pouvoir trouver les plants adaptés qui ne vont pas gêner la production, mais tout en permettant donc de reconstituer notre couvert forestier. Évidemment, il peut y avoir que des personnes essaient de passer entre les mailles. Les fraudeurs existent partout. Mais il y a une volonté ferme de lutter contre la déforestation. Et les premiers résultats que nous avons sont bons, parce que nous avons une certaine amélioration de notre couvert forestier. Il faut continuer le travail, c'est le travail donc des eaux et forêts. C'est d'ailleurs pour ça que ce ministère s'est doté d'une unité spéciale pour pouvoir lutter aussi bien contre le braconnage que contre la déforestation. Donc nous notons votre point, vous êtes allé sur le terrain, nous allons rapporter cela au ministre pour qu'une action spéciale soit menée donc, dans le cadre de cette forêt. Mais je peux vous assurer que la volonté de l'État, elle est là. Nous sommes déterminés à protéger l'environnement, ce d'autant plus que nous souffrons du dérèglement climatique. Tout le monde voit les conséquences de ce dérèglement climatique. Donc, on ne peut pas, je dirais, prendre ces questions de protection de l'environnement à la légère, puisqu'on paye cash. Et parfois en perte en vies humaines. Donc, je voudrais vous rassurer, nous sommes déterminés et nous nous donnons les moyens pour lutter donc contre cette déforestation, mais surtout pour respecter nos engagements internationaux. Nous avons ici abrité donc une réunion de la COP sur l'environnement. On ne peut pas s'être engagé à ce niveau-là et puis nous-mêmes ne pas respecter notre signature. Monsieur le ministre, encore Cyprien Kwasi, certainement ma dernière question pour cette journée. Monsieur le ministre, actualité oblige, lors de son intervention à Soubré, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, le président du PDCI, Tidiane Thiam, a indiqué que l'indice de développement humain en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire serait située dans les 30 derniers pays d'indice de développement humain. Alors nous souhaiterons savoir quel est le commentaire du gouvernement ivoirien sur ce cas. Alors, le rôle de l'opposition, c'est de dire ce qui ne va pas, ou bien de dire ce qui devrait aller mieux quand c'est une opposition honnête. Là-dessus,
je peux dire que le PDC est dans son rôle. Sauf que quand on ne trouve pas d'éléments factuels pour pouvoir argumenter ce qu'on veut dire, c'est en ce moment qu'on s'accroche à des statistiques du reste discutables et qui peuvent parfois révéler de la mauvaise foi ou du populisme. De quoi il s'agit? Il y a ce que les chiffres disent et puis il y a la réalité que nous vivons. La réalité que nous vivons, je vous invite dans ces conditions à relire l'adresse du chef de l'État, donc devant le Congrès. C'est un taux d'électrification qui avoisine les 90%. C'est une réalité. Je vous invite à voyager, à parcourir toutes les localités de notre pays et vous allez voir que nous sommes passés de 2850 localités environ en 2011 à plus de 7500 localités qui ont été électrifiées donc en 2023, fin 2023. C'est cela la réalité. Mais quand vous apportez l'électricité à quelqu'un, vous avez amélioré sa condition de vie. Elle n'est plus obligée d'acheter ses aliments au jour le jour parce qu'elle a la possibilité de les conserver. Vous avez amélioré les conditions de vie parce que les vaccins dans les centres de santé peuvent être gardés aux frais. C'est cela la réalité que nous vivons. La réalité que nous vivons en Côte d'Ivoire, c'est pour la qualité de notre électricité, puisque je parle d'électricité, c'est un temps moyen de coupure. C'est-à-dire quand on additionne toutes les coupures que l'on a sur l'année. En 2011, qui était de 47 heures, pour tomber aujourd'hui à 29 heures par an. En 2011, le temps moyen de coupure de notre pays était de 47 heures par an. Aujourd'hui, nous sommes à 29 heures par an. Alors que dans certains pays, vous avez 10 heures de coupure par jour. La moyenne de la CEDEAO, c'est 360 heures l'année. Nous sommes à 29 heures. C'est cela la réalité que nous vivons. Pour parler de l'adduction d'eau, aujourd'hui, nous avons dépassé les 70% en termes d'adduction d'eau, en eau potable. Nous avoisinons facilement les 75%, mais quand vous apportez de l'eau potable, vous diminuez les maladies diarrhéiques, vous améliorez les conditions de vie des populations. Le bilan du PS Gouv nous a été donné. J'ai quelques chiffres ici. Ce sont plus de 35 salles de classe qui ont été achevées et livrées. C'est plus de 42 collèges de proximité qui ont été ouverts. Au niveau de la santé, le chef de l'État nous a dit que nous avons environ 75% de la population qui ne marche pas plus de 5 km, surtout nos femmes, avant de tomber sur un centre de santé de premier contact. C'est cela, la réalité que nous vivons donc dans notre pays. Donc, pour les questions d'IDH, je peux comprendre qu'au nom de la politique, on cherche à s'accrocher à des choses, mais parfois, c'est important d'éviter les écrans de fumée. Je l'ai dit ici au sujet de certaines questions que la manipulation doit avoir des limites. Tout ne doit pas être politique, surtout que de plus en plus, on est en face des sachants. Donc, ça demande beaucoup d'humilité aussi et beaucoup de respect pour les gens qui sont en face de vous. Parce que quand des gens sont en face de vous, c'est bon de leur dire la vérité par respect. Mais parlons de l'IDH, puisque c'est de ça qu'il s'agit. L'IDH est passé, puisque l'IDH est noté sur 1. En 2011, on avait 0,46 points. En 2022, nous sommes passés à 0,53. Ça veut dire que notre IDH a progressé. Alors, c'est comme votre fils ou votre fille qui va à l'école.
Au premier trimestre, il a 11 de moyenne. Mention passable, observation, et il est 10e. Mais à la fin de l'année, l'enfant a tellement travaillé qu'il a 13 de moyenne, mention bien, sauf qu'il est 15e, et vous le blâmez parce qu'il est 15e. Alors qu'il a progressé, qu'il est passé de 11 de moyenne à 13 de moyenne. C'est que la classe a travaillé, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose que l'humanité tout entière cherche à progresser. Mais la Côte d'Ivoire est dans cette progression, puisque son IDH est passé de 0,46 à 0,53. Ce n'est pas bien. Je comprends que ce soit la politique. Mais résumer les questions d'IDH à une question de rang, sans voir qu'il y a eu progression et que nous sommes en constante progression, si ce n'est du populisme, ça n'en est pas bien loin. Moi, je suis juste un homme de lettres, mais parfois il y a de la logique dans les raisonnements. Bien. Je vous remercie pour votre aimable attention et je vous souhaite un bon appétit.